crois que la crise que nous vivons actuellement, avec cette pandémie, vient révéler encore plus un processus de fracturation, un peu comme vous voyez, une pierre qui vient frapper une vitre. Donc, tout n'est pas tombé encore, mais on voit beaucoup de lignes se former. Fracture sociale, évidemment. On a beaucoup parlé des inégalités, fracture environnementale profonde, climat, biodiversité, fracture financière. On a vécu il y a 12 ans maintenant. On craint que ça revienne. Fracture politique, bien sûr. Fracture historique aussi, parce que tout ça a des causes très anciennes. On le voit avec le mouvement Black Lives Matter en ce moment et MeToo avant, enfin tout ce que ça réactive. Et donc oui, on ne peut pas en rester là. On voit beaucoup de livres, de prises de position très pessimistes. Et donc, évidemment, si on croit à l'action, si on croit au développement, quand on dirige une agence comme l'Agence française de développement, il me semble qu'il faut essayer d'inventer un autre principe qui viendrait s'opposer au principe de fracturation. Et donc, voilà, j'ai proposé réconciliation. Comme on a eu autrefois la reconstruction, la libération, enfin des grands termes comme ça qui essaieraient de capturer finalement des forces, des acteurs qui sont là, évidemment, qui agissent, mais de façon peut-être encore un peu séparée, alors que malheureusement les lignes de fracture, elles, se renforcent, s'additionnent, se creusent. Et donc voilà, que tous les gens de bonne volonté se rassemblent et que les maisons de développement, comme l'AFD, comme beaucoup d'autres, les appuient, les accompagnent de façon ouverte et vraiment en forme de plateforme pour plus d'action. J'en ai eu bien sûr la conviction, l'intuition il y a maintenant 5 ans. Donc j'étais dans l'équipe qui a négocié l'accord de Paris au moment de la COP 21. Et donc c'était ça la COP 21. C'était finalement une fracture béante que nous sommes parvenus à réduire. C'était rassembler tous les pays du monde, rassembler toutes les catégories d'acteurs. Et tout le monde nous avait dit, avait dit à Laurent Fabius, à Laurence Tubiana que c'était impossible. Et on s'est réconciliés quand même. Et on est 5 ans après, et l'accord de Paris n'est pas mort. Il est toujours là, c'est compliqué, c'est difficile, mais il reste un guide. Il faut bien comprendre que la réconciliation, c'est pas du tout de l'angélisme. Évidemment, on peut avoir cette impression-là et considérer, comme certains acteurs, que c'est dans le rapport de force qu'on fait avancer le monde, et pas dans une sorte d'unanimisme qui serait tout à fait factice. Donc je crois pas. Je crois que dans la notion de réconciliation, y compris si on la pousse jusqu'à ses fondements religieux, la réconciliation, c'est un sacrement qui est lié au pardon, qui est lié... Donc pour se réconcilier, il faut du rapport de force. C'est-à-dire, il faut accepter le fait que nous sommes fâchés et qu'il y a des tensions et qu'il y a des fractures. Et Dieu sait, je l'ai dit, s'il y en a. Donc c'est seulement après, et le mot réconciliation, évidemment, c'est la Yougoslavie, c'est le Rwanda, c'est l'Afrique du Sud, enfin c'est évidemment les contextes politiques et sociaux les plus troublés, les plus difficiles, les plus douloureux. Donc il y a de la douleur dans le concept de réconciliation, il y a du rapport de force, mais il y a une dialectique, c'est-à-dire on part de cela, on le reconnaît, on travaille dessus pour le dépasser finalement et se placer dans le temps. Et j'ai cité plusieurs cas africains, Rwanda, on est très fiers d'avoir signé nos premiers financements avec le Rwanda, Afrique du Sud. Donc il y a évidemment dans les sociétés africaines, dans les processus politiques africains, beaucoup d'exemples, beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de gachacha, beaucoup de concepts, beaucoup de processus, de formes politiques dont je crois on peut s'inspirer
dans d'autres contextes géographiques, géopolitiques, et puis peut-être même au niveau global, pour traiter les fractures. Covid-19 en est une, des biens communs, des fractures qui sont aux dimensions de la planète. Cette recherche, cette proposition, ça n'est qu'une proposition d'activer ce concept de réconciliation. Elle vient aussi de mes responsabilités, de notre travail ici à l'Agence française de développement, et quand même d'une certaine insatisfaction sur le concept de développement, finalement, dont on voit bien l'origine historique, dont on voit bien le côté un peu surplombant, parfois, de ceux qui seraient développés et ceux qui ne le seraient pas, qui a été ravivé par la notion de développement durable, évidemment, il y a maintenant une trentaine d'années, qui se déploie depuis avec les objectifs de développement durable. Et c'est le mot de notre communauté, donc je ne le remets pas en cause, je le conserve, il est dans le nom même de l'agence que je dirige. Mais enfin, il a changé au fil du temps, et à quoi sert le développement finalement? Quelle est la fin du travail de développement, du financement du développement? Et donc je propose que cette fin, ça serait cette réconciliation. Et il m'a semblé que les ingrédients d'un processus de réconciliation réussi, donc, on les retrouve dans le cycle du projet de développement auquel cette agence est si attachée. Pour moi, il y a 4 dimensions, c'est-à-dire il faut bien sûr du respect, l'attention, la reconnaissance de l'autre dans sa singularité. Donc ça part de là, et dans un projet de développement, on part de la demande, c'est-à-dire c'est sacré même. C'est-à-dire si on n'a pas de lettre, de requête, si on n'a pas de demande, on ne fait rien. Donc il y a ce parallèle. Ensuite, il faut beaucoup d'études. Donc dans un processus de réconciliation, il y a une longue phase de compréhension, d'objectivation du conflit, qui est souvent marqué par évidemment beaucoup de passion, qui rendent les choses peu claires. Et dans un projet de développement, on passe beaucoup de temps aussi pour évidemment ne pas faire plus de mal que de bien, à étudier la situation, le problème. Ça, c'est la deuxième étape, vous voyez, le même parallèle. Ensuite, ma thèse, c'est que pour se réconcilier, il faut changer la réalité. C'est-à-dire la réconciliation, c'est pas seulement un accord politique, c'est quand les gens comprennent, en gros, que leurs enfants vivront mieux qu'eux, et que donc les oppositions entre des communautés pourront être dépassées pour un mieux vivre collectif, parce que la réalité aura changé. Et ça, changer la réalité, c'est le travail de développement. Si on n'a pas changé quelque chose dans la réalité, on a fait des papiers, des stratégies, et on n'a rien à dire, on a échoué. Et puis le dernier élément, c'est que la réconciliation, c'est ce qui la distingue de la paix, c'est que ça n'est jamais quelque chose de statique. Ça n'est probablement jamais quelque chose d'achevé, d'ailleurs. Et donc, d'ailleurs, on le voit dans les accords, les processus de réconciliation réussis, il y a des rendez-vous, il y a un calendrier. Périodiquement, les parties doivent se retrouver avec un tiers, parfois, pour voir s'ils ont avancé, quels sont les problèmes qui demeurent, comment les résoudre. Et ça, un projet de développement, ça dure aussi des années, en moyenne 4-5 ans avant d'être pleinement réalisé. Et la phase d'évaluation, la phase de mesure des impacts, elle est aussi importante probablement que le projet lui-même, puisque c'est elle qui permet ensuite de capitaliser le savoir et ensuite de répliquer, de s'en inspirer pour d'autres projets,
pour influer sur les politiques publiques, pour aussi avoir quelque chose à dire dans son propre pays, sur le travail qu'on a fait dans des pays, dans des territoires étrangers. Donc il me semble à la fois au niveau très politique, très macro même, de ce qu'est une réconciliation, il y a un parallèle avec des choses parfois très micro, très très concrètes, du travail de tous nos collègues ici à l'Agence française de développement. Et du coup, évidemment, je propose que le monde du développement, ces agences, ces banques, soient mis plus fortement à contribution dans les processus de réconciliation. La défense apporte la séparation des belligérants. À un moment, vous avez une violence légitime qui vient séparer les gens. Ensuite, la diplomatie, je dirais, apporte la pacification, c'est-à-dire permet de définir un cadre politique dans lequel les parties en conflit acceptent de revenir, finalement, de vivre ensemble, de travailler. Il me semble que la politique, l'instrument qui ensuite met tout cela en mouvement, inscrit dans le temps le rapprochement des communautés, c'est le développement, en amenant précisément cet élément de réconciliation. Donc les 3D, comme ça, ont chacun leur valeur ajoutée, leur mission, leur logique, se combinent pour ne pas retomber évidemment dans des phénomènes et dans des violences ou dans du sous-développement, enfin, ou dans des blocages qui seraient préjudiciables. Réconciliation, c'est une façon de dire 3D, c'est une façon de dire ODD, c'est une façon de dire, et je crois que c'est ce que nous vivons aujourd'hui, que le long terme est venu dans le court terme, quoi. C'est-à-dire, on ne peut plus se permettre d'inonder nos économies de liquidités, comme on l'a fait peut-être précédemment, et de mettre de côté le développement durable, la planète, la biodiversité, les inégalités. Donc c'est très très difficile, évidemment. Il y a dans ce monde des banques publiques de développement qu'on pourrait essayer d'organiser comme un système, une forme de sagesse, d'expérience concrète, et de plus en plus de recherche, de capacité d'action que les gouvernements, que toutes les parties seraient très inspirées, je crois, de mobiliser beaucoup plus fortement. Les banques de développement, et l'AFD en est une, c'est la plus ancienne d'ailleurs au plan international, comme la Caisse des dépôts et consignations, notre grande sœur, est la plus ancienne au monde, puisqu'elle remonte à 1816. Voilà, c'est ces endroits très singuliers qui sont évidemment la propriété des gouvernements, donc qui sont très proches du politique finalement, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire nos concitoyens et leurs aspirations, et qui ont toujours été, ils émettent des obligations, ils construisent des marchés, ils sont actionnaires d'entreprises, très proches du privé, donc entre le public et le privé. Comme je l'ai dit, c'est des maisons où on sent la tension entre l'urgence du court terme et le long terme. Et puis c'est des institutions financières, donc une institution financière, par définition, ça fait des prêts, donc ça se projette dans le temps, ça donne une valeur au temps. De plus en plus, ces maisons, elles sont très très locales, et puis elles sont conscientes, informées, challengées par les questions globales. Donc on pourrait continuer comme ça, mais elles ont un rôle comme ça de pont entre beaucoup de dimensions de nos sociétés qui sont aujourd'hui portées à incandescence, je dirais. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'acteurs sont en train de se tourner vers elles et de les inciter finalement à prendre une place plus grande et à coopérer entre elles de façon plus forte. Et donc ça, c'est ce que j'ai constaté en prenant la présidence du club IDFC, qui en rassemble 26 de ces maisons-là. Et
est partie de ce club l'idée de rassembler toutes ces institutions de développement, toutes ces banques publiques de développement. Il y en a 450 dans le monde, ça fait 10% de l'investissement total public et privé. Et en même temps, c'est assez morcelé et ça n'est pas vraiment mobilisé comme un système. Donc on va essayer de faire ça dans le cadre du Forum de Paris sur la paix de mi-novembre 2020. Donc de les mettre tout ensemble et de voir quelle voix peut sortir de ce groupe et quelle utilité il peut avoir dans le moment très précis où nous serons cet automne, qui va être ce moment, la crise sera encore là, mais tous les pays du monde seront en train de relancer leur économie, en mobilisant d'ailleurs les banques publiques. C'est le cas en France, c'est le cas dans tous les pays du monde, mais pas n'importe comment. Et on va pouvoir, j'espère, apporter au gouvernement, à la société civile, au secteur privé, des preuves qu'il est possible de repartir durablement, d'apporter des solutions aux besoins qui s'expriment, urgents, financiers, sans perdre le fil du jour d'après le jour d'après, c'est-à-dire le fil de 2030, de 2050 et de la neutralité carbone. Parce qu'on en a des preuves, en fait, qu'il faut maintenant passer à l'échelle. Et bien sûr, l'Europe a quelque chose à dire de très particulier, parce que vous avez une centaine de banques publiques de développement sur les 450 qui sont en Europe, probablement financièrement les plus puissantes, et qui de plus en plus se constituent comme un système à nouveau, comme en cofinancement, en prenant des positions communes. Et donc dans ce moment évidemment de très forte tension géopolitique entre Chine et États-Unis, et alors que l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie comptent également des centaines de banques publiques de développement, on a peut-être là quelque chose, si on sait ouvrir les bras, si on sait les aider à s'aligner sur l'accord de Paris, sur les objectifs de développement durable, améliorer la qualité de leurs projets, si on sait définir un langage aussi, des normes communes qui permettront de cofinancer, de travailler ensemble beaucoup plus efficacement qu'aujourd'hui, j'espère qu'on aura fait œuvre utile et puis qu'on aura passé un signal d'espoir, parce que tout ça, ça fait quand même une vraie... C'est pas anecdotique, en fait. Vous voyez, si 10% de l'investissement mondial devient vert, réduit les inégalités, renforce le lien social, avec aussi l'effet démultiplicateur qu'ont ces acteurs sur les investissements privés, il va bien se passer quelque chose. Il va bien se passer quelque chose. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire, évidemment, si on reste entre usual suspects, y compris dans ce monde du développement auquel nous faisons partie, tout va bien, on se connaît bien, on s'entend bien, on se concurrence un peu, mais on s'aime bien, et on reste quand même dans une couche qui est un peu extérieure aux pays eux-mêmes. Qui est multilatérale, qui est internationale, que je respecte, qui est essentielle, mais qui doit de plus en plus, je crois, se concevoir comme l'endroit où on relie les expériences nationales et l'endroit où on vient agripper, pour les transformer, les institutions nationales. Et ça, bien sûr, il y a une énorme diversité dans ces 450 banques publiques de développement, heureusement. Et c'est ça qui est passionnant. Mais il y a le même, ça je peux vraiment l'assurer, parce que ça fait maintenant 4 ans que je leur parle, à beaucoup d'entre eux, mes homologues qui dirigent ces institutions. Il y a une volonté de coopérer, il y a une prise de conscience au-delà de leurs frontières, et une volonté, alors ils n'en ont pas tous les outils, ils n'en ont pas toutes les capacités, ils n'en ont pas... l'encouragement politique parfois, ils ont une demande évidemment qui est d'abord sectorielle, avant d'être, je dirais, totalement cohérente, résiliente, mais la volonté est là, la volonté est là. Et donc il n'y a vraiment aucun mal, je crois, au contraire,
à ne pas aller chercher ces acteurs-là. Et ces gens-là veulent s'aligner, ils se tournent tous vers les Nations Unies, vers la Banque mondiale, ils veulent contribuer à renforcer, à refonder, à asseoir plus profondément le multilatéralisme, bien sûr. Et inversement, il faut que le multilatéralisme se préoccupe d'eux, leur donne une voix, les appuie, partage des ressources, et cherche comme ça à créer un mouvement beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant aussi, derrière l'agenda de 2015, parce que finalement, tout ce dont on parle là, ça a été dit en 2015 à Addis Abeba, à New York et à Paris. On n'invente rien, on essaie juste de le mettre pleinement en mouvement. J'ai lu très récemment le livre de Samantha Power, l'ancienne journaliste, conseillère du président Obama, représentante permanente des États-Unis aux Nations Unies. Vous savez, elle a écrit une biographie sur Sergio Vieira de Mello, le grand diplomate des Nations Unies, tragiquement assassiné à Bagdad au moment de la guerre et de l'occupation américaine. Et le livre est juste passionnant et il montre très clairement comment les Nations Unies, finalement, sont ce lieu de réconciliation aussi. Parce que c'est là que les questions de sécurité collective, les questions de construction politique de la paix, les questions de droits de l'homme, les questions humanitaires, le court terme, les questions de développement, le long terme, finalement, sont pesées et où on cherche à les combiner. Avec des tensions très fortes, évidemment. Le livre explique très bien, en particulier, à quel point un représentant spécial des Nations Unies doit défendre les droits de l'homme. Donc, évidemment, ça passe par un rapport de force avec des tyrans ou des autorités, et doit aussi faire du développement et de l'humanitaire, ce qui passe parfois par des compromis à passer avec des autorités qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et donc tout ce travail de réconciliation, de compromis, mais dans un processus qui permet aux populations de mieux vivre, de progresser. Le livre le dit, je trouve, avec une finesse autour de cette figure unique, dans ses contradictions, on ne trouve pas ça quand on sépare trop les acteurs. Et je crois, encore une fois, que c'est quelque chose que cette maison ici a compris, ou commence à comprendre, qu'elle a une contribution, avec beaucoup d'autres, à ce grand travail de réconciliation.